Bonjour et bienvenue sur Fulguropop. Aujourd'hui, on se penche sur deux figurines G.I. Joe sorties pour le 50e anniversaire de la gamme en 2014. C'est un pack qui m'a été offert par mon bon copain Pedro aux États-Unis et j'avais pas encore eu l'occasion de l'ouvrir depuis toutes ces années et je me suis dit c'était peut-être le moment vu qu'on fait quelques vidéos sur Fulguropop pour vous en faire profiter d'un petit peu de petite séance d'unboxing. Alors on voit déjà que bon il y a un peu de poussière mais ça c'est normal que le blister est collé. Mais comme Hasbro à l'époque avait des petits problèmes de colle, est collé avec un scotch qui retient la bulle en plus de la colle habituelle. Derrière normalement c'est friendly, collector friendly, parce qu'on peut le décoller assez facilement et le découper avec le scotch, mais sans tout arracher, ce qui ne va pas trop nous intéresser pour le coup, parce que nous on va l'ouvrir pour regarder. Là on voit donc au dos une illustration un peu dans l'esprit de catalogue de 1988, avec donc des personnages comme les DJ, Flint, Snake Eyes, Leatherneck, Casse-Cou, Hawk et Beachhead, et une description en plusieurs langues pour la distribution internationale, donc français pour le Canada probablement, parce qu'on les a pas eu en France, anglais bien sûr, espagnol et portugais. Voilà, donc très continent américain, pour le coup toutes les langues sont couvertes. On voit donc aujourd'hui ce blister qui contient donc un Cobra Shadow Guard qui s'appelait à l'origine quand il est sorti dans la collection, c'était dans TC ou un truc dans le genre, au début des années 2000, c'était le Crimson Shadow Guard, il s'appelle maintenant le Cobra Shadow Guard, et on a aussi Gung-Ho qui est un des premiers personnages de G.I. Joe, un marine originaire de Louisiane si j'ai bonne mémoire, et qui se distingue par sa masse musculaire, hein. On va voir d'ailleurs que la figurine utilise a priori un moule différent de ce qui avait été déjà utilisé précédemment pour le personnage, et surtout qui se distingue par l'utilisation d'un lance-grenade. C'était son arme à l'époque dans la gamme vintage, on le retrouve là, un petit lance-grenade, et le reste, on va voir ça tout de suite en l'ouvrant. Donc on a vu que la boîte contenait donc deux personnages. On a aussi les file cards qui ne sont plus sur le blister, mais enfin sur la carte, mais sur des trucs à part, hein, avec des file cards. Il y en a deux avec des langues différentes. C'est marrant ça. En portugais et en anglais. Ah non, c'est recto verso, il y a 4 langues. Donc recto verso, portugais, anglais, français et espagnol, hein, on a tous les 4 langues qui figuraient sur le packaging original, enfin sur le packaging de ce blister. À l'intérieur, on a les deux socles, hein, Cobra et G.I. Joe, qu'on connaît bien. Alors, ce qui distingue de ce qu'on a pu connaître il y a quelques temps, c'est la couleur. Il y a une espèce de peinture cuivrée sur plus cuivrée que dorée, sur les socles, hein, aux couleurs de G.I. Joe et de Gung-Ho, qui portent chacun le nom du personnage, Gung-Ho et Cobra Shadow Guard. À l'intérieur, on a une idée un peu plus précise de ce que contient le jouet. Donc, on a des armes à feu et des armes blanches pour notre opérateur Cobra, un pistolet, un MP7, un fusil d'assaut de type M4. C'est marrant. J'étais persuadé qu'il y avait une variante avec le fusil d'assaut original des Crimson Guard, il faudra que je vérifie. Et un fusil de type bullpup, et le sac à dos classique des Shadow Guard, hein. On va voir combien on peut en placer sur la figurine, et une épée bien sûr, hein. Il y a une épée comme une épée cérémonie pour les Shadow Guard. On a dessus pour Gung-Ho un minigun qui rappelle un peu ce que fait Hasbro depuis Rise of Cobra, hein, depuis 2009. On a un sac à dos avec une bande de munitions dont les têtes sont de la couleur de l'uniforme de Gung-Ho, ça c'est original, et donc le sac à dos qui permet de tenir la batterie et les munitions du minigun. On va le mettre de côté, c'est piqué de Rise of Cobra. On avait le film Réveil de Cobra, on avait là normalement des initiales HD pour Heavy Duty, qui était le personnage qui incarnait qui était pris comme Heavy Gunner pour Machine Gunner pour G.I. Joe dans le film. Voilà, là ils ont juste enlevé les initiales et c'est à peu près le même système avec un sac à dos,
une structure en métal et des épaules, des bretelles pour le tenir. Voilà, on va poser ça sur le côté. On a encore une autre mitrailleuse légère, hein, type Minimi de la fabrique nationale belge. Avec, par contre, lui, il n'a pas de munitions à part. C'est un chargeur. Enfin, si, c'est un chargeur, mais il n'a pas une bande de munitions ni de boîte de munitions. C'est un chargeur tout simple qui se loge là. Donc, pas l'air de vouloir tenir. Il faudra que je vérifie quand même tout ça. Ok, il faudra pas perdre. On a aussi donc le fameux lance-grenade dont je parlais au début qui vient de me sauter au visage. Il est là, très simple, basique, pas super détaillé, mais bon, ça peut faire le job. Le premier Gung-Ho sorti dans la gamme 25e anniversaire de G.I. Joe avait un accessoire un peu similaire, mais qui était quand même plus détaillé et dont le canon s'ouvrait comme pour simuler l'ajout d'une grenade pour armer l'arme. Un pistolet qui va aller dans son holster. Lui aussi a le droit à un couteau. On voit qu'il y a un étui au niveau de la cheville, donc il trouvera sa place sur le personnage. J'aime bien quand les personnages peuvent avoir leurs armes sur eux, c'est quand même mieux que de les voir dans un petit sac plastique à côté. Hop, on va sortir Gung-Ho. Et on va faire de même avec tous les accessoires du Crimson Guard. Pardon, du Shadow Guard. Je me trompe toujours, ça va prendre du temps pour moi pour m'habituer à cette dénomination, parce que pour moi c'est toujours un Crimson Guard, pas du tout un simple Shadow Guard. Donc rappelons un peu le contexte, hein, le Cobra Shadow Guard reprend, pour ainsi dire, le design d'un soldat qu'on appelle les Crimson Guard, qui sont des gardes d'élite de Cobra, et qui ont un uniforme noir. Alors dans la Fightcard originale, ils ont un uniforme noir parce que ils opéraient la nuit. La question, enfin bon, ça n'a pas fait l'unanimité chez les fans, qui l'ont vite transformé cette unité en unité de police politique au sein de Cobra. Les Crimson Guard étant les gardes du corps de Cobra, les Crimson Shadow Guard faisant office de contrôle des masses laborieuses au sein de l'armée de Cobra. Et puis voilà, c'était peut-être plus intelligent que simplement mettre un mec en uniforme. À l'époque, il avait un uniforme, on le voit un peu en dessous le gilet, on y viendra tout à l'heure, mais donc là on a un gilet qui peut s'enlever avec des pegs, un peg sur le côté, donc il faudra enlever la tête pour tout enlever, mais on le voit un peu. Voilà, c'est l'uniforme classique des Crimson Guard, qu'on n'a pas en noir, avec des boutons argent. Alors pour le coup, c'est un uniforme assez classe, c'est pas du tout du treillis, donc c'était un peu compliqué d'en faire à l'époque des soldats saboteurs qui interviennent la nuit. Il valait mieux peut-être en faire des unités spéciales au sein des Crimson Guard avec une fonction un peu différente. C'est pas ce qu'avait choisi Hasbro à l'époque, il continue sur cette lancée-là, mais bon, nous, rien ne nous interdit de le faire différemment. Voilà. En tout cas, la figurine a l'air pas mal. Elle est bien articulée. Alors c'est du 10 cm. Alors pour ceux qui sont habitués avec les figurines actuelles plutôt de 15 cm, on a moins de détails. Je suis pas complètement fan par la reprise qu'ils ont fait du casque du Shadow Guard. Je trouve que la base du visage et le bas du visage est un peu trop étroit. Bon, c'est un petit détail, mais quand on compare avec la tête de Gung-Ho, on voit bien que ça tient pas, quoi. Il y a un petit souci. Bon, il fait un peu fluet aussi par rapport à Gung-Ho, mais c'est lié au fait que Gung-Ho est un personnage plutôt volumineux et musclé, donc ça par contre ça se tient. Les articulations, donc on en revient là, c'est des ball joints simples. Alors c'est du pivot boule hein, au niveau des coudes. Au niveau de la tête, elle doit être sur un ball joint, voilà, classique, hein, hop, habituel chez G.I. Joe. Les articulations, elles sont sur un système en T, avec comme pour les O-rings de l'époque, vintage, avec un système de vis qui permet de dévisser le dos et normalement les cuisses pour pouvoir interchanger les pièces et pouvoir faire un petit peu de custom facile. C'est ce qu'on appelle les Lazy Boy Customs, où on fait juste modifier quelques pièces et ça permet d'avancer
d'étoffer sa collection ou ses envies et de faire varier selon ses envies. Moi j'aime bien ce système-là, je m'en suis beaucoup servi quand j'étais un customiseur. Ça fait longtemps que j'ai pas customisé, mais c'était un vrai plaisir de le faire avec des G.I. Joe parce que c'était super simple. Donc on l'avait dit, on a l'épée qui doivent se glisser là-dedans. Est-ce que c'est sur pivot ça ou c'est juste un morceau? Non, c'est un morceau de plastique souple. Si, il y a un pivot. Il y a un pivot, c'est pas un simple morceau de plastique qui pendouille. Donc on peut lui mettre son épée. Hop, voilà. Hein. Bon, c'est peut-être pas super pratique comme des champs de bataille, mais pourquoi pas. Le pistolet, il va là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'ailleurs, je me rends compte que c'est pas le bon pistolet. Ça, c'est le pistolet de Gung-Ho que j'ai montré tout à l'heure. Hop, le pistolet, il va là. Schlac, le couteau, que je ne retrouve plus. Le couteau, il est là. Le couteau, il va dans un étui, là. Hop, un fourreau sur la cuisse. Derrière, ça s'apparente à une poche de munitions. Donc voilà, on peut lui mettre son sac à dos dans le dos. Hop. Ah, moi je trouve ça pas mal. Et un fusil d'assaut. Alors, je suis surpris, hein, j'étais persuadé qu'il y avait... c'était pas ce fusil-là qui était livré avec, je le découvre en même temps que vous. Dans ma tête, c'était le fusil classique des Crimson Guard. Là, on a un fusil type M4 avec baïonnette. Bon, ça se ressemble beaucoup, hein, mais c'est pas exactement ça que j'avais en tête. Je crois que c'était un fusil suédois qu'ils avaient, en tout cas un fusil scandinave, qui était très classe, aussi avec une baïonnette, mais bon, c'était pas ça. Bon, ça c'est pour le Crimson Guard, on peut lui mettre son... Alors, bien entendu, compte tenu... Hop, on peut lui faire tenir son fusil à deux mains grâce à la poignée tactique. On peut lui donner son MP7, mais lui il le tiendra pas demain le MP7 parce que quoique c'est jouable, mais ça non, ça tient pas très bien. C'est pas conseillé. Peut-être lui mettre dans une seule main et essayer de tripatouiller le. Peut-être que ah si ça se passe, ça passe. Regardez, hop, il peut le tenir à deux mains finalement. Hop. Et au final le fusil d'assaut type bullpup. Donc j'ai lu quelque part que c'était peut-être un fusil sous-marin. Il faudrait que je vérifie ça, ça me semble bizarre ça. C'était pas ce que j'avais en tête. Par contre, pour le tenir à deux mains, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de poignée verticale. Et vous voyez, enfin vous voyez pas, mais moi je l'ai bien senti, c'est que le chargeur arrière comme ça, assez long, vient bloquer la main et l'articulation du poignet. Et donc c'est compliqué de le faire tenir à deux mains. Bon, il tient avec une main probablement, plus facilement. Quoique, ouais, c'est pas... Et le plastique est un peu souple, donc ça... Voilà. Ça passe moyen, faut le tenir comme ça, et si vous voulez le présenter, le faire... voilà, le mettre plutôt en mode décontracté, avec son arme pointée vers le bas, ou vers le haut, voilà, comme ça. Mais c'est pas idéal, c'est pas le fusil le plus adapté, je trouve, pour le design, surtout avec la veste, qui vient parfois bloquer un peu les mouvements au niveau des épaules. C'est bon, là sur cette échelle-là, on n'a pas de butterfly joint, hein, donc c'est normal. Passons à notre ami G.I. Joe, donc Gung-Ho, le marine. Alors il y a toujours son tatouage. Alors là par contre le tatouage, il y a un petit souci à mon sens, c'est qu'il est assez grand et qu'il remonte sur le cou. Normalement il devrait être sur la cage thoracique, sur le torse, et là il fait vraiment très grand. Il descend sur les abdominaux, il va sur le cou. J'avais pas l'impression qu'il était si grand sur le personnage original. La tête, on reconnaît bien la moustache de Gung-Ho, la casquette de marine, un peu à l'ancienne, ça passe bien. Le gilet... Ah bah tiens, il y a une petite étoile de G.I. Joe là, il a deux grenades qui sont peintes, ça peut s'enlever, il y a des petits détails comme les petites lacets là, sur le côté, un peu comme un corset. Voilà, Gung-Ho, il est très grand, on l'a vu, assez musclé, je crois que c'est un corps original qu'ils avaient produit, en tout cas pour le torse et les bras, hein, ce qui était assez étonnant parce que ça arrive assez tardivement dans la gamme. En 2014, pour les 50 ans de G.I. Joe, quand ils sortent cette gamme-là, on est sur la fin de la licence chez Hasbro, enfin du développement des jouets chez Hasbro, au ce sens où après, ça a été très mal distribué, et après il y en a quasiment eu plus qui ont été faits, et c'était distribué chez Toys R Us, de mémoire, il n'y avait plus grand chose, hein, c'était c'était la fin des haricots. On a un holster qui est pas super joli, qui fait un peu pancake holster, un peu souple avec un dessin quadrillé. Dedans, on met bien entendu l'arme de poing. Il faut forcer un peu. Bon, lui, est-ce qu'il a oui, on a vu tout à l'heure qu'il avait un emplacement pour mettre le couteau. On peut le mettre. Clac. Par contre, il tient pas terrible. Bon, c'est pas des sens. Vaguement. Sur le côté, on a les 4 grenades qui vont dans le lance-grenade, mais bon, c'est pas amovible, hein, donc ça a pas beaucoup d'intérêt de le présenter comme ça. Ah,
D'ailleurs, oh tiens, je remarque qu'il va falloir resserrer un peu les mains. L'écartement des mains permet pas de tenir correctement le... Ouais, il faut le tenir par la crosse, hein, pas par la poignée. On note d'ailleurs sur la main qu'il a un trigger hand, que l'articulation là, c'est de haut en bas, comme c'est normal pour une arme. Hein, c'est les mains qui sont dédiées à ça, donc ça tombe bien. Et l'autre main, là, sur le moment, un mouvement latéral, sur une charnière latérale. Voilà. Et bien sûr, ça tourne, hein, c'est sur pivot aussi. Donc on a un G.I. Joe plutôt bien armé. Qu'est-ce qu'il avait d'autre comme arme? Ah oui, il avait la mitrailleuse légère type Minimi. Ouais, bon, la veste aussi gêne encore pour le tenir à deux mains. Et bien entendu, comment ça s'appelle, le minigun. Moi je suis pas fan du tout de ces flingues, les miniguns, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup depuis quelques années en armes. Bon, ça rappelle un peu Predator pour le coup, avec ce personnage là qui a un petit côté qui pourrait passer dans le film. Voilà, moi je dis pas non, c'est pas mon arme préférée, je trouve ça encombrant et pas super réaliste de porter une arme de cette taille à la main, mais bon, c'est G.I. Joe, hein, c'est pas non plus un documentaire. Voilà. Et dans le dos, on peut mettre, je le ferai pas parce que je trouve ça complètement louche, faudrait que je les osse tout, pour voir bien mettre le personnage avec son sac à dos et la bande d'alimentation. Alors la bande d'alimentation, normalement, elle se glisse là. Hop, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Mais compte tenu de son côté très peu réaliste avec la taille, avec la tête avec les ogives bleues, je doute que je l'utilise vraiment. Voilà, et ça se met de l'autre côté. C'était pareil avec les figurines de 2009. Ça reste d'actualité pour ces figurines qui datent de 2014, donc 5 ans après le réveil de Cobra. Voilà, 2 figurines G.I. Joe qui étaient dans ma collection depuis quelques temps, qui n'étaient pas ouvertes depuis quelques temps. Je me suis décidé à les ouvrir parce que l'arrivée des figurines 6 pouces G.I. Joe a un peu réinitialisé mon intérêt pour la marque et la gamme. C'est aussi le moment de me pencher sur des jouets que j'avais donc pas complètement ouverts, parce qu'à l'époque j'avais un peu limité les apports en G.I. Joe, il y avait plus grand chose qui sortait. Mais voilà, c'est une bonne surprise que ce petit pack. C'est plutôt de qualité, hein, je suis assez content. Le plastique est un peu souple, mais bon, un peu mou. Là, surtout pour le Crimson Guard, moins pour Gung-Ho, qui est assez rigide pour le coup. Moi j'aime bien. C'est probablement le Gung-Ho le mieux depuis quelques temps, parce que le premier qui était sorti en 2007 pour la gamme 25K était vraiment très mauvaise qualité, les articulations étaient pas très bonnes, le design était très daté déjà à l'époque, et bon, c'était pas génial. Par contre la veste était pas ce turquoise, donc ça était peut-être un peu mieux, ça, c'était un côté un peu plus sympa, un peu plus réaliste. Pour le reste, celui-ci l'emporte haut la main. Quant à notre Shadow Guard, je trouve qu'il est pas mal, ça me donne envie d'en avoir plusieurs, donc si j'arrive à en trouver, j'en achèterai probablement. Ça peut être sympa, même si j'aurais préféré, compte tenu du rôle que je leur assigne dans mon univers, qu'on leur garde un petit uniforme plus inspiré de ce que portaient les Crimson Guard vintage ou à la fin des années 2000. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est une review G.I. Joe en mode unboxing. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de G.I. Joe, en tout cas de jouets modernes G.I. Joe sur Figuro Pop, hein, par les 6 pouces, donc c'est peut-être même une première, et j'espère que vous aurez plaisir à nous découvrir nos autres reviews, à regarder ce qu'on fait ailleurs, que ce soit les podcasts, que ce soit les vidéos, mais aussi le texte, parce qu'on publie beaucoup de textes. Je vous remercie pour avoir été patient et nous avoir suivis. Si jamais vous avez des remarques, des commentaires, n'hésitez pas, les commentaires en bas sur le site ou sur YouTube, c'est fait pour ça.